Allez, on se retrouve dans le temps de l'info et bien sûr, on a les yeux rivés sur ces valeurs boursières ce matin. Regardez ce qui se passe sur les places européennes. Pour Paris, on va voir les chiffres, c'est plus 6,27%. Pour Londres, plus 5,91%. Pour Francfort, plus 7,81%. Alors, on a appris à ne pas s'emballer dans la séquence, ça c'est sûr. Mais quel sacré embardé. Quelle annonce fracassante, coup de tonnerre. Moi, j'ai plus de mots pour décrire le aller jetant de looping arrière de Donald Trump qui a dit stop pendant 90 jours sur les droits de douane, sauf pour la Chine. Mais quel effet pour nous ? Quel impact pour nous ? On en parle avec notre invité Yves Géogo. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce matin. Vous êtes ancien ministre, vous êtes directeur de la lettre du Made in France et auteur de C'est où la France aux éditions du Net. Alors avec vous, on va se demander si la guerre des taxes peut être une chance à la fin de la journée pour le Made in France. Et pour vous interroger à mes côtés, je salue Claire Fournier. Bonjour. Je salue Xavier de Giacomini. Bonjour. Bonjour Amélie. Je salue Nivine Potros. Bonjour. Et je salue Yael Gauze. Bonjour Amélie. Allez, moi je vais remettre quand même une petite couche de place boursière européenne ce matin au réveil. Est-ce qu'on respire mieux ? Est-ce que les entrepreneurs français respirent mieux ce matin ? Je serais tenté d'aller chercher dans les citations de Général de Gaulle, celle où il disait que la politique de la France, celle de l'Europe et celle du monde, c'est la même chose, ne se fait pas à la bourse. Alors c'est un indicateur quand même du moral de l'économie. C'est au fond ça, la bourse. C'est un indicateur si les gens y croient, s'ils ont le moral ou s'ils sont désespérés. Donc c'est plutôt mieux que ce soit dans ce sens-là. Qu'adviendra-t-il demain à la prochaine, au prochain coup de yo-yo du président américain ? Personne n'en sait rien. C'est terrible cette incertitude en réalité dans laquelle il nous plonge chaque matin. On dépend des humeurs de Donald Trump. Je pense que c'est plus large que ça, que nous savions que nous étions dans un monde instable depuis très longtemps et que nous sommes en train de découvrir depuis quelques années, et pas seulement avec Donald Trump, peut-être aussi avec le président Poutine, avec un certain nombre d'événements qui sont venus secouer la planète, que nous sommes dans un monde imprévisible. Et que l'imprévisibilité, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire pour l'économie, qui a besoin de visibilité. C'est ce qu'il y a de pire pour les gouvernants. Parce qu'au fond, si vous êtes dans un monde imprévisible, comment voulez-vous fabriquer des budgets ? Mais je pense que nous sommes rentrés dans une ère de l'imprévisibilité. Et que Trump n'en est qu'une manifestation. Alors certes, la plus tonitruante, la plus visible actuellement, mais qu'il faut qu'on s'habitue à être... si on veut chercher le côté positif, il faut se dire que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. C'est Churchill qui disait ça. Et quelle est l'opportunité ? Moi, je pense qu'elle est énorme pour qu'on se remobilise, pour ne plus compter que sur nos propres forces, pour être moins dépendant des autres, pour être plus unifié et organisé à l'intérieur de notre pays, mais surtout à l'intérieur du continent européen. Est-ce que c'est pas une chance au fond ? Est-ce qu'on peut pas dire merci Donald ? On va se poser toutes ces questions. Effectivement, on va se demander s'il faut dire merci Donald et pourquoi pas. D'abord, vous parlez de prévisibilité. Le ministre des Finances américain, lui, il estime que tout ça, c'était une stratégie prévue. C'était prévu, c'est très clair, regardez. Tout cela, encore une fois, a été guidé par la stratégie du président. Lui et moi avons eu une longue discussion dimanche, et c'était sa stratégie depuis le début. Et on pourrait même dire qu'il a poussé la Chine à la faute. Ils ont répondu, ils ont montré au monde qu'ils étaient les mauvais acteurs. Alors, est-ce que ce n'était qu'une stratégie de négociation et tout était prévu ? Est-ce qu'il n'a pas eu le choix ? Est-ce qu'il a été pris au piège de sa propre situation ? Élément de réponse, Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis Washington. L'explication officielle de la Maison-Blanche, c'est que plus de 75 pays sont venus supplier Donald Trump de renégocier ses droits de douane et que Donald Trump, dans son immense mansuétude, a accepté de les suspendre. Bien sûr, il y a une autre explication. On sait que dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a discuté avec ses conseillers, avec des élus républicains et que tous lui ont fait part de leur inquiétude quant au risque de récession. On sait aussi que son administration a discuté avec des représentants du commerce européen qui partageaient la même inquiétude. Et enfin, on sait aussi, parce que Donald Trump l'a admis lui-même, qu'il a suivi le cours de la bourse, qu'il était sensible à ses fluctuations, à son effondrement. On peut donc facilement imaginer que c'est à cause de ce risque de crise financière globale que Donald Trump a décidé d'appuyer sur la pédale de frein. Justine Jankowski depuis Washington avec Mathieu Derrien. Il dit Trump, moi, du coup, je suspends pour ceux qui n'ont pas riposté. La Chine a riposté, elle aura 125%. Ça donne tort à tous ceux qui disaient ces derniers jours, même sur ce plateau, il faut y aller, il faut une réponse extrêmement forte. On a eu raison
de jouer la prudence dans la séquence? Je pense que oui. Je pense que compte tenu de cette imprévisibilité du président américain, capable de tous les renoncements, d'ailleurs, ce qui dévalorise totalement sa parole pour l'avenir. Plus personne ne peut croire ce qu'il va dire, puisqu'il a dit hier, non mais on ne changera pas, je suis solide sur mes bases, le lendemain matin il change. Donc sa parole, elle est dévalorisée. Moi je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on est un peu comme des lapins dans les phares d'une voiture. On parle, on essaie de comprendre ce qui est incompréhensible. Le secrétaire d'État au Trésor américain est sympathique, il essaye de se rattraper aux branches, comme disaient les Italiens, si non è vero e bene trovato, c'est malin d'essayer de se rattraper. En fait, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a une part de bluff? Est-ce qu'il y a une part de folie? Est-ce qu'il y a une part de rationalité? Moi, je ne sais pas le déterminer. Il y a une conséquence, c'est que c'est quand même 10% pour tout le monde. En plus, alors on se dit, ah oui, c'est moins pire, mais enfin bon, c'est quand même 10%, plus 25% pour le secteur automobile et le secteur de l'acier, ce qui quand même est assez considérable ex nihilo. Moi, je pense qu'on ne tire pas les bonnes conclusions. Alors on essaye de comprendre, c'est votre métier, c'est le métier des journalistes. Alors quelles sont les bonnes conclusions? Les bonnes conclusions, c'est de dire, quoi qu'il arrive, qu'il reprenne ses folies taxatrices ou qu'il reste où il en est, on ne peut plus compter que sur nos propres forces. On ne peut plus compter sur les États-Unis. On ne peut plus compter sur les États-Unis militairement. Les messages sont passés assez fortement depuis quelques semaines. Et on ne peut plus compter sur les États-Unis sur ce qu'on a pu appeler le dividende de la Deuxième Guerre mondiale. Vive le protectionnisme, Yves Gégaud. Vive une Europe qui décide enfin de devenir une unité économique. Moi, je plaide fortement pour qu'on aille très vite sur un code de commerce européen. On est un grand marché, formidable. On a une monnaie unique pour une partie des pays d'Europe, formidable. On n'a pas de code de commerce unique. Si vous voulez commercer en Europe, il faut aller commercer avec les législations de chacun des 27 pays. C'est une folie. Ça ne coûte rien. Je me demande ce qu'on attend pour réunir les dirigeants pour que ce code de commerce émerge. Ça peut prendre quelques mois si on a de la volonté pour ce faire. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'on ne peut plus être dépendant, qu'il faut qu'on casse ce discours que j'ai entendu encore ici et ailleurs d'une partie du patronat qui dit mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il faut tout abandonner, on ne reviendra pas sur le textile, etc. Je pense que c'est faux. Qu'il ne faut renoncer à rien, qu'il faut essayer de reconquérir tous les secteurs et qu'aujourd'hui on a une chance formidable qui est celle de la digitalisation, de la robotisation de la production qui va nous redonner de la compétitivité et que contrairement à ce que montraient les Chinois, si on produit du textile en dehors de la Chine, ce ne sera pas des gens sur des machines à coudre, ça va être beaucoup plus robotisé. Voilà, c'est ça le message. Est-ce qu'on a pris le coup de pied au cul pour avancer ou est-ce qu'on a juste mal? Est-ce que vous estimez que ça peut amener quelque chose de... Je m'inspire du président américain. C'est très à la mode visiblement en ce moment. Et ça, on a bien vu la référence. Mais est-ce que vous estimez que de tout ça peut sortir quelque chose de vertueux? Est-ce que vous dites, finalement, si ça permet un rééquilibrage, c'est pas plus mal? Il y en a un qui le dit en réalité. C'est François Ruffin. Il le dit. Il dit, moi, je l'aurais pas fait tout à fait de la même manière que Donald Trump, mais donc, il parle de mettre fin au libre-échange de manière stupide d'abord pour son pays lui-même, mais je dois dire, tant mieux, parce que c'est une chance pour l'Europe et pour la France. Vous pourriez faire du Ruffin dans le texte? Oui, je pense qu'il a raison. Et donc finalement, c'est pas si mal ce qu'il a fait Trump? Il faut être pessimiste par la pensée, optimiste par la volonté. C'est Gramsci, je crois qu'il disait ça. Moi, je suis plutôt optimiste par la volonté. Ce qu'il a fait, c'est du n'importe quoi. On l'a compris, c'est une déstabilisation profonde et durable du modèle économique mondial sur lequel on était fondé. Ça, c'est la réalité. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On reste là, figé, en disant il va nous en remettre une et on va essayer d'y échapper, ou on se dit maintenant il faut réagir, il faut se réorganiser. Quand je parlais d'un code de commerce européen, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui peut servir les 28 000 entreprises françaises qui vont avoir du mal à exporter aux États-Unis, à qui on peut vous dire on va vous ouvrir encore plus le marché intérieur. On pourrait parler aussi des marchés publics. Les marchés publics dans l'Union européenne, c'est 14% du PIB de l'Union européenne, 14%. Aux États-Unis d'Amérique, depuis 1933, la
moitié des marchés publics, c'est pour les Américains. Et ce qu'on ne peut pas dire en Europe, eh bien, on a une préférence européenne et les entreprises étrangères à l'Europe sont beaucoup moins acceptées sur les marchés publics. C'est une piste, Yves Gégaud, le fameux arsenal anti-coercition, limiter l'accès des entreprises américaines au marché public européen. C'est une piste étudiée par la Commission. Moi, j'aime beaucoup les pistes de la Commission. Je trouve que l'absence d'unité politique de l'Europe fait que les pistes se transforment lentement en autoroute. Et qu'une des réalités de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre le consensus, d'attendre que les Allemands aient fini leur coalition, d'attendre de savoir si les pays de l'Est vont être d'accord. On n'a plus le temps. Il faut avancer à grand rythme, à grands pas. Et effectivement, les marchés publics, il y a une bonne piste. La mentalité a changé. Il y a quelques années, on vous disait non, concurrence pure et parfaite, pas de question sur ce sujet. On commence à changer. Mais quand est-ce qu'on sera opérationnel pour dire, bien voilà, on se protège. Effectivement, le protectionnisme européen existe. On a des frontières qui doivent protéger les Européens. Et on est le plus grand marché du monde. Premier marché au monde. On est 450 millions de consommateurs qui représentent le plus grand marché du monde. On va d'abord privilégier nos propres entreprises et puis après, ceux qui voudront commercer avec nous, eh bien, on va dealer des échanges. Si vous voulez venir vendre en Europe, il va falloir avoir des échanges. Je n'entends pas ce discours. Je l'entends très faiblement, à bas bruit, parce que je pense qu'on n'a pas pris assez le coup de pied aux fesses et qu'au fond, on va continuer à se dire non, mais si ça se rétablit, on va pas changer les modèles. On va s'en sortir. Yael Gauz a une question pour vous. Oui, on entend à bas bruit, mais on a l'impression que vous découvrez un peu le fil à couper le beurre. Vous n'êtes pas macroniste du tout, Yves Gégaud, mais Emmanuel Macron, ça fait depuis 2017 qu'il parle de ça dans ses discours de la Sorbonne, il y en a eu plusieurs, sur l'autonomie stratégique, sur ce souverainisme européen. Tout ça, c'est dans l'atmosphère côté Macron depuis 2017. C'est pas nouveau en fait. On découvre des choses qui sont dans l'air depuis 2017. Oui, mais qui ne sont pas devenues opérationnelles. Oui. Par la faute de qui alors ? Vous dites je ne suis pas macroniste, je ne fais plus de politique nationale, je n'ai plus d'appartenance à aucun parti politique. Il y a des tentatives de réindustrialisation dans la pharmacie. Mais tout n'est jamais négatif. On ne fait pas rien. Simplement, je pense que les discours du président de la République ont raison. Force est de constater qu'il n'y a pas un consensus européen qui se dégage autour de cette réalité. Force est de constater que la France n'a pas menacé, y compris éventuellement de quitter l'Union européenne, si on ne faisait pas avancer les choses. Force est de constater que nos amis allemands, ils taxent très doucement les voitures parce que la voiture automobile, c'est un des moteurs de leur économie. Je ne dis pas que l'Europe, c'est nul. Au contraire, je pense que c'est notre seule chance. Je pense qu'il faut accélérer. Je pense qu'il faut que la politique s'en mêle. Je pense qu'il faut sortir du discours intellectuellement très solide devant les parterres de la Sorbonne pour aller vers des bras de fer internes à l'Europe et pour que l'Europe prenne des décisions opérantes, pas des décisions sur le futur, opérantes. Je vais être très court-termiste, mais quand même, c'est des questions qu'on se pose sur ce plateau. Malgré la suspension de 90 jours des droits de douane pour nous, par exemple, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, elle est bien maintenue. Elle monte même encore de plusieurs degrés chaque jour. Ça peut avoir un impact sur nous. On le disait hier, par exemple, les Chinois, s'ils envoient tous leurs produits, une grande partie vers nous, vers l'Europe et vers la France, quid du Made in France ? Est-ce qu'il ne va pas nous rouler dessus, ce produit chinois, avec ces normes qui ne sont pas les nôtres et avec ces produits souvent moins élevés ? Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais attendez, si ça arrive en masse, les 12 millions de colis... En quoi ce serait une chance pour le Made in France ? C'est une chance si on prend conscience que sans le Made in France et la production à l'échelon de l'Europe, ouvrons à l'échelon de l'Europe, on est mort parce qu'on sera soumis aux autres, parce qu'on sera une dépendance des autres. C'est ça le fond du sujet. Je pense que c'est une chance si on prend conscience. Mais aujourd'hui, on est déjà mort. 90% de ce qu'on consomme en France est importé. On est l'espace économique au monde qui avons le moins taxé les voitures chinoises, qui est en train de déstabiliser le secteur automobile européen. Donc effectivement, il y a aujourd'hui sur le devant de la scène un combat et un bras de fer Chine-États-Unis. Il ne faudrait pas que nous soyons les victimes des deux. Il ne faudrait pas que nous soyons victimes des taxes de M. Trump d'un côté et du déversement des marchandises chinoises de l'autre. C'est ça qu'il y a un risque. Il y a un risque, on commence à s'en inquiéter, c'est que ce déferlement de produits chinois moins chers
en fait, joue en défaveur des produits français. C'est-à-dire que les consommateurs français se tournent davantage vers des produits moins chers. Parce que pour le Made in France, pour consommer du Made in France, il faut aussi consentir à payer plus cher. C'est toujours le problème structurel, en fait. C'est que les Français, sur le papier, ils veulent soutenir leur pas industrie. Forcément, parce que sinon, jamais Toyota ne serait venu produire des voitures en France. Et elles étaient tellement plus chères que ça parce que produites en France. Toyota a produit 5 millions de voitures à Valenciennes depuis 20 ans. Il les a vendues dans toute l'Europe. Ils sont compétitifs. Donc, il ne faut pas penser qu'on n'est pas compétitif par nature. Alors, effectivement, entre un produit chinois low cost d'un t-shirt qui sort à 2 € d'une usine, si vous est vendu 15 €, on vous escroque. Si on vous est vendu 3 €, c'est le juste prix. Bien sûr qu'il faut réagir. 12 millions de colis, notamment de textiles, rentrent en Europe tous les jours sur ce sujet. Ces colis, s'ils ont une valeur déclarée de moins de 150 €, ne payent même pas de TVA. Alors, non seulement ils ne payent pas vos retraites. Quand vous achetez chinois, vous ne payez pas vos retraites, mais ils ne payent même pas de TVA. L'Europe réfléchit. Alors, je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un chemin qu'on évoque pour dire qu'il faudrait peut-être taxer ces colis. Mais il faut y aller. Il faut dire que les colis... les a taxés. Ça a été une des premières taxes mises en place. Et il les a détaxés dans la journée parce qu'il n'avait pas préparé ses systèmes de douane. Il avait tellement désestimé. On en revient à cette question. Est-ce que dans le fond, vous faites partie de ceux qui disent, malgré derrière le côté très musclé et beaucoup trop, il a raison sur certaines choses, de vouloir rétablir l'équilibre vis-à-vis de la Chine. Mais vous pouvez avoir raison sur le discours et tort sur la forme. Il a raison sur le discours. En tout cas, Trump, il est fidèle à ce qu'il a toujours dit. Il défend la production américaine. Mais c'est difficile à dire. C'est si difficile à dire de dire il a raison sur le discours. Non, c'est pas difficile à dire. Moi, j'ai pas de problème à dire. Il défend ses entreprises. Vous avez vu sur les images, il y a toujours des ouvriers autour de lui. Vous avez vu des images d'un dirigeant européen avec des ouvriers autour de lui? Moi, je cherche. Vous avez vu un dirigeant européen qui parle des usines, qui parle des lieux de production, comme le fait Trump. Trump, il parle aux Américains qui produisent. Il leur dit on a trop importé, on s'est fait trop avoir. Je veux que les usines reviennent et je vais prendre les mesures pour qu'elles reviennent. Comment croyez-vous qu'il a été élu? Avec ce discours-là. Il n'a pas parlé aux élites mondialisées pour savoir s'il allait être brutal. Et donc nos politiques, il serait bon qu'ils en prennent un peu de la graine, quoi. Je pense que sans sombrer dans une violence qui n'est pas celle de notre culture. Ils adorent ça, les politiques, aller dans les usines. Emmanuel Macron, les ministres de l'économie, le casque, la Charlotte, ils y vont. Je constate juste que encore hier, on voyait Trump sur des images entouré en permanence d'ouvriers. Ouais, c'était une grosse mise en scène quand même dans la roseraie. Non, mais c'est un symbole, évidemment, c'est un symbole. C'est quoi notre priorité en Europe aujourd'hui? C'est d'essayer d'empêcher les autres de nous faire du mal ou de protéger notre propre capacité à produire et à développer l'innovation, la production. Et on est compétitif. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas compétitif. Et si on veut l'être plus, il faut ouvrir un deuxième tabou dont je n'entends pas parler. Il va falloir travailler plus. Si vous passez de 35 à 40 heures, vous payez plus les gens, vous rentrez plus de recettes dans les caisses de l'État et vous êtes plus compétitif. Il faut arrêter d'essayer de penser aux Français qu'on va être plus fort que les autres, travailler moins que les autres et pas prendre les coups des autres. Nivine Potro, c'est une question pour vous. Est-ce que ça suffira? Parce que même si les Français travaillent plus, est-ce que finalement cette bataille du Made in France, elle n'est pas déjà perdue? Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, ils sont terrifiants. 38% seulement des produits manufacturés sont produits en France. C'était 62% il y a 40 ans. Est-ce qu'on peut rattraper le retard chinois et même l'avance que sont en train de prendre actuellement les Américains? Est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer et se concentrer sur autre chose? Sur l'innovation, par exemple, les nouvelles technologies. C'est un des discours que j'entends, c'est votre question, hein, je ne vous accuse pas de tenir ce discours, mais que j'ai entendu des représentants du patronat en disant mais non, c'est perdu, la bataille est perdue, faisons autre chose. Ça me rappelle étrangement le discours de Serge Tchuruk, il y a 40 ans, qui disait « Je rêve d'une entreprise sans usine. France sans usine. On va garder l'école blanc, on va garder l'innovation, puis le reste, on va sous-traiter ça à ces pays low cost. » Ça ne marche pas. Ce modèle ne marche pas. On l'a testé, on en mesure les conséquences. Donc soit on se dit, on reprend une capacité productive, ce qu'on va faire sur la défense par exemple. Sur la défense, on ne dit pas, on abandonne l'idée d'avoir des usines pour produire nos armes et on va les déléguer aux Chinois. On garde une souveraineté. On en reconstruit aujourd'hui. Au contraire, on reconstruit. Et d'ailleurs, on pourrait reconvertir des usines automobiles en usines pour la défense, puisque c'est un secteur qui va prendre. Donc je pense que produire dans des usines, dans des ateliers, dans des fermes,
c'est un projet de société. C'est pas seulement un chapitre économique. C'est qu'est-ce qui mobilise une société, c'est sa capacité à produire. Trump ne dit pas autre chose aux Américains. Et sur ce sujet-là, il a raison. Le président chinois ne dit pas autre chose aux Chinois. Alors ils produisent beaucoup, ils produisent trop, ils déversent leur surplus sur les pays européens. Mais produire, c'est un projet de société. Et une question pour vous. Si on y renonce, comme le propose une partie du patronat qui était à l'origine de la démondialisation, on sera un pays qui sera un pays dépendant et on sera une province des grands empires économiques. Yael, pour la dernière question. Yves Gégaud, si on suit votre raisonnement depuis 20 minutes, pourquoi vous défendez le Made in France et pas le Made in Europe finalement? Pourquoi pas Made in Europe, la lettre du Made in Europe, fabriquée en Europe? Parce que je pense que l'Europe n'est pas encore une unité économique et politique capable de cette souveraineté et que j'aspire à ce que mon pays, dans une Europe dont je souhaite qu'elle se renforce, que mon pays compte, que nous avons une tradition de production qui est forte et que nous avons beaucoup décroché, y compris par rapport à d'autres pays d'Europe. Les Portugais, ils travaillent 40 heures, nous on travaille plus de 35 heures. On est vraiment un endroit où on a décroché, donc il faut d'abord se battre pour notre propre pays. On est souverain, on n'a pas besoin des autres pour décider, mais évidemment dans un ensemble européen qui doit additionner les forces économiques de l'Europe et qui doit se défendre. Sinon, si nous ne nous défendons pas et si nous n'avons pas cette prise de conscience, croyez-moi que le jour voulu, le président chinois et le président américain, ils se mettront d'accord sur le dos de qui ? Sur le dos de l'Union européenne pour dépouiller l'Union européenne. N'ayez aucune illusion sur le fait qu'ils vont défendre la production européenne. Si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Yves Gégaud, merci beaucoup, directeur de la lettre du Made in France et auteur de C'est où la France aux éditions du Net. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour